Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les sous-loueurs professionnels et les conciergeries de location saisonnière à augmenter leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on fait un format un peu spécial. J'ai une invitée très spéciale juste à côté de moi qui va m'aider à faire un format un peu interview où on va avoir un échange un peu informel pour poser toutes les questions qu'on se pose quand on démarre en location saisonnière. Et vous allez voir, il n'y a pas de langue de bois, on va se poser vraiment toutes les questions, même les plus épineuses. Et du coup, je vais la présenter, Claire, qui est ma sœur, et qui du coup se lance en location saisonnière. Donc je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir faire cette vidéo ensemble. Je sais, et je te fais confiance sur ça, pour me poser même les questions les plus épineuses, celles qu'on n'ose pas poser. On va apporter une réponse à tout ça pour vous aider si vous êtes dans la même situation que ma sœur actuellement. Ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours actuellement en location saisonnière. Où est-ce que tu en es et comment tu as pris cette décision-là? Eh bien, écoute, alors moi, je suis pas du tout dans cet univers-là de base. Je travaille pas dans ce métier et ça fait pas partie de mon quotidien. J'ai décidé de faire ce projet pour avoir un revenu complémentaire. Donc là, avec mon conjoint, on a l'idée en fait c'est d'acheter un bien immobilier pour ensuite le mettre en location. On est dans le tout début des démarches. Donc là, on cherche des interlocuteurs qui vont nous accompagner pendant ces démarches-là parce que faute de connaissances, on ne veut pas se lancer seul. Et grâce à toi, voilà, on a plusieurs personnes qui vont nous accompagner, un chasseur de biens. Là, on travaille aussi avec un comptable, tout ça. Donc voilà, c'est pas mal de démarches. Et bien sûr, au fil de ces démarches, j'ai eu pas mal de questions. Et là, c'est l'occasion qu'on les aborde un peu toutes. Alors pour faire une parenthèse, avant de lancer la vidéo, ma soeur me disait mais celle-ci je peux te la poser aussi. Je disais ah oui oui tout, allez on y va, on dit tout, on parle tout, on déverrouille tout, il n'y a pas de souci. Donc on va vraiment toutes les poser. Donc c'est top. Et donc là, vous êtes vraiment au stade où vous allez vous lancer, vous êtes en train de réunir toutes les infos du coup pour pouvoir vous lancer et vous allez démarrer. Euh, alors, quelles sont tes questions? Ma première question, j'avoue, on en avait déjà parlé, je ne croyais pas trop qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça avec l'immobilier, ça me semblait trop beau pour être vrai. Donc on l'avait dit un peu évoqué ensemble, tu m'avais parlé de la location courte durée. Et en fait, nous, c'est quelque chose sur lequel on bloque, on se dit, mais c'est quand même super risqué. C'est-à-dire que autant une location longue durée, on a un locataire qui va potentiellement rester quand même minimum plusieurs semaines. Location courte durée, s'il n'y a personne le soir, voilà, ça c'est. Est-ce que c'est vraiment si raisonnable que ça? Alors c'est vrai que c'est une inquiétude qui est ultra légitime parce qu'on a l'impression de se dire mais je n'ai aucune sécurité. Comme tu dis à l'instant, c'est-à-dire que vraiment je pourrais n'avoir personne en fait. Et puis surtout il y a cette inquiétude de dire en fait tous les jours il faut retrouver quelqu'un. Ouais. Alors du coup, si vous avez cette inquiétude-là, si vous posez aussi la question, il y a déjà une première chose qui peut vous rassurer, c'est d'aller sur un site qui s'appelle AirDNA, donc AIRDNA, et c'est un site qui va vous aider en fait à voir les tendances et les statistiques de location saisonnière dans la ville que vous ciblez. Ça va vous permettre de voir sur les 3 dernières années quelles sont les tendances habituelles. Vous allez pouvoir regarder quand est-ce qu'il y a du monde, quand est-ce qu'il n'y en a pas. Et si vous proposez en fait une prestation de qualité, si vous engagez dans votre projet à avoir vraiment quelqu'un qui fasse soigneusement le ménage, une jolie décoration, un produit qui vraiment tienne la route, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas les tendances qui sont observées sur votre ville, voire parmi les meilleures tendances en fait de la ville. Et puis il y a un autre point qui est intéressant, c'est que quand vous faites votre investissement, et ça on en a beaucoup parlé aussi, c'est qu'il faut que ce soit un investissement qui soit déjà rentable sur de la longue durée. C'est-à-dire que vous ne devez investir que dans des appartements, que dans des projets ou des immeubles de rapport, si vous choisissez d'investir directement dans un immeuble de rapport, qui soit rentable en longue durée, de façon à ce que finalement la courte durée ne soit qu'une cerise sur le gâteau et qu'au final, très rapidement, en fait, ce seuil de rentabilité arrive, même si vous n'aviez pas particulièrement tout de suite 100% de taux d'occupation, parce qu'il est vrai qu'au début, il peut y avoir un temps un peu de démarrage. L'annonce est toute nouvelle. Au début, on essaie de mettre un prix un brin plus attractif pour justement capter des bonnes notes et que les gens commencent à venir malgré le fait qu'au début, on n'ait pas de notes. Donc ça, c'est deux clés qui sont vraiment importantes sur ce sujet-là. Et justement, je me permets, mais ce que je disais à la fin, au début, il faut faire des prix un peu attractifs, tout ça. Et nous, là, aujourd'hui, c'est la peur qu'on a. On se dit, mais on va faire un achat quand même d'une valeur conséquente, qui plus est avec des travaux pour améliorer visiblement notre rentabilité. Au début, il va falloir rembourser ce frais et c'est pas dit que les loyers de la location courte durée couvrent en fait. Ça, c'est un point qui nous inquiète beaucoup. Ouais, je comprends. Il y a un point aussi qui peut aider dans ce contexte-là, c'est de pouvoir
reporter en fait le remboursement de l'emprunt. Au début, vous n'êtes pas obligé tout de suite, vous pouvez négocier avec la banque d'avoir un report du remboursement des mensualités, notamment s'il y a des travaux, donc ça c'est un bon argument pour pouvoir reporter un peu, et parfois même on peut reporter plus que la durée des travaux. Et ça permet d'avoir cette sécurité-là, de créer de la trésorerie au début et d'avoir en amont cette sérénité. Mais tu vas voir que quand on démarre, même si au début ça nous rassure de se dire bon, je ne pourrais pas rembourser tout de suite les mensualités, enfin, je n'aurai pas justement à rembourser tout de suite les mensualités, mais en fait, quand on se lance en location saisonnière, si on ne s'est pas trompé sur l'investissement, dès le début ça fonctionne en fait. Tu vois, on n'est pas non plus dans une situation où on a des montants qui sont inquiétants, tu vois. Si on fait les choses bien, encore une fois, si on a fait un bon choix d'appartement, si on a bien étudié notamment RDNA pour s'assurer qu'il y a le potentiel, etc. Si on a fait une jolie décoration, si on a une logique de revenu management aussi, hein, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est ça aussi qui est vecteur de performance. Au lancement, il n'y a pas de raison d'avoir, je sais pas, 6 mois de vide, ça n'existe pas, ça, tu vois. Ça n'existe pas. Ouais, d'accord, impossible. Et après, on parlait justement de ça, qu'on va pouvoir en fait couvrir en tout cas nos frais. Après, nous, ce qu'on a réalisé, c'est que la location courte durée, pardon, c'est un vrai job. Ça prend énormément de temps, ça demande beaucoup de gestion au quotidien. Donc là, on a le projet de confier à la conciergerie qui disait on ne pourra pas forcément le gérer nous-mêmes. Je vais être tout à fait honnête, quand j'ai tapé conciergerie sur Internet, le pourcentage donné à la conciergerie est très élevé. En fait, je me dis, mais déjà, ça me semblait de base complètement ahurissant de pouvoir gagner de l'argent, c'est-à-dire que les revenus soient supérieurs aux prêts immobiliers, aux différents impôts et autres. D'ailleurs là, à ça, il faut ajouter 20%, parfois même 25% pour la conciergerie. Est-ce qu'on peut encore ne pas trop perdre d'argent? Est-ce que ça vaut encore la peine d'y aller? Parlons-en clairement. Combien ça va nous coûter? Ben oui, c'est possible. Alors c'est pour ça que c'est important de le considérer, et c'est pour ça aussi c'est important d'avoir un chasseur d'appartement qui est aussi attentionné sur le sujet de la location saisonnière et de le considérer dans le profil de charge dès le début. Et ça existe vraiment des projets comme cela. C'est un peu comme on avait parlé il y a quelques mois, souviens-toi, de gens qui disent mais non, mais c'est impossible, qui soutiennent que c'est strictement impossible d'avoir un projet rentable. Il y en a des gens comme ça. Et donc nous on en riait en se disant mais on en voit tous les jours des gens qui font ça et on en connaît. Donc évidemment que c'est possible. Mais du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, et du coup en fait si on considère en fait tout ça dès le début dans le prisme initial, ça façonne en fait le choix du projet et donc ça fait en sorte de prendre tout de suite les bons projets, quoi. Donc oui, c'est possible. Et après c'est vrai que ce pourcentage-là, je me souviens quand on en a parlé, tu m'as dit ça un peu comme si tu étais tombée sur une arnaque. Oh oui, j'ai trouvé un truc. Meuf, ouais, la blague. Des gens, ils demandent 25%. Et moi je t'ai répondu non, c'est normal, ça a du sens. C'est le tarif, c'est ça. Non, mais en fait, c'est que aussi la conciergerie de location saisonnière, elle prend en charge quelque chose qui est assez énorme en fait. Hein. Oui, tu vois, c'est vraiment pour rien qu'on cherche une conciergerie. Voilà. Tu as raison de le rappeler, et c'est vraiment un travail énorme. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie contact avec les voyageurs qui prend un temps de dingue, parce que tu as beaucoup de questions de personnes auxquelles répondre pour qu'au finalement il n'y ait qu'une partie d'eux qui est réserve. S'assurer qu'il y ait opérationnellement une bonne prestation de service, s'assurer qu'il y ait quelqu'un aussi opérationnellement, parce que quand tu as une conciergerie, tu as une équipe, tout le monde n'est pas forcément disponible au moment, etc. Il y a aussi être présent s'il y a un problème dans l'appartement, problème d'eau chaude, problème d'électricité, etc. C'est le dirigeant de la conciergerie qui va s'assurer qu'il y a quelqu'un qui passe, soit lui, soit quelqu'un dans l'équipe. C'est un engagement de temps qui est assez énorme. Et d'ailleurs, je prends un peu le truc à l'inverse. Il y a aussi, quand on est dirigeant d'une conciergerie, un enjeu qui est capital de s'assurer qu'en fait, on va pas non plus, qu'on va être soi-même rentable, en fait, malgré les 20 et les 25%, tu vois. Parce que ça peut être tellement une débauche de temps consacré à tout ça que pour eux, il faut qu'ils soient hyper affûtés sur la gestion de leur temps pour s'assurer que ça tient la route, quoi. Donc voilà, ça peut sembler au début un peu beaucoup, mais au final, c'est toujours réaliste et il faut en fait le prendre dans le prisme du projet. D'accord. Voilà. Et j'ai une autre question un peu différente, mais dans le choix du bien, là par exemple, tu travailles avec des chasseurs de biens.
Et donc, on a mis un critère en fait de rentabilité pour avoir quelque chose qui tient debout. Et en discutant avec la personne qui va potentiellement gérer en conciergerie, elle nous apportait d'autres critères. Est-ce qu'il faut se focaliser sur la rentabilité ou les critères spécifiques à la location courte durée, par exemple être en plein centre-ville, avoir de quoi se garer, sont majeurs? Alors ça, c'est une excellente question. Si j'essaie un peu de creuser la question que tu me poses, ce que je me dis, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est que peut-être les critères aussi qui sont en affinité avec la location courte durée sont aussi des critères qui vont te permettre d'avoir, si jamais, un appartement performant en longue durée, non? Parce que centre-ville, parking et tout. Oui, ça c'est lui qu'on vienne là pour un jour ou 3 ans. C'est ça, je me dis. Donc au final, c'est peut-être des bonnes pratiques qui vont te permettre de faire le bon choix d'appartement. Mais ouais, je vais faire une réponse un peu de Normand, hein, mais c'est probablement difficile de se priver de l'un et de l'autre. Tu ne peux pas faire sans la rentabilité. Après, peut-être que, alors pour être plus précise, peut-être que c'est aussi un choisir au cas par cas, c'est-à-dire de voir ce à quoi tu dois renoncer pour avoir cette rentabilité, tu vois. D'accord. Tu vois, si tu vois par exemple, il y en a un exemple très concret, si tu vois qu'il y en a un qui est parfait, centre-ville, nickel, bonne prestation, coût potentiel énorme, etc., excellente rentabilité, mais il n'y a pas de place de parking. Et ben ça, typiquement, à pondérer en location saisonnière, l'absence de place de parking, ça peut aller, tu vois. Je veux dire, il y a plein d'appartements qui cartonnent sans place de parking. Ouais. Donc, tu vois. Mais si, à l'inverse, c'est vraiment, je sais pas, un bien qui est vraiment extrêmement reculé, limite un corps de ferme, on a du mal à trouver, etc. Donc, je fais l'extrême du centre-ville. Hein. Pas du tout excessif, mon invitation. Vraiment pondéré. Hein. Voilà, c'est on est poids de mesure. On est dans la demi-mesure. Bah, du coup, ouais, là, en effet, on peut se dire, ok, j'ai la rentabilité, mais peut-être pas très attrayant. C'est ça. Pour de la location saisonnière, c'est peut-être pas sur ce critère-là qu'on va les rogner, quoi. D'accord. Ouais, donc, c'est peut-être au cas par cas. D'accord.